On dit que la vérité est intemporelle, mais certaines vérités sont si dangereuses qu'elles ne sont pas seulement oubliées. Elles sont ensevelies sous des couches de moralité commode et de mensonges sociaux. Et nul ne comprenait cela mieux que Friedrich Nietzsche, le philosophe qui proclama la mort de Dieu, l'homme qui choisit la folie plutôt que la conformité, le penseur qui remit en question chaque fondement de la civilisation occidentale. Mais ce que vous n'avez probablement jamais entendu, c'est ce qu'il pensait réellement des femmes, de la nature du désir, de la danse éternelle entre le masculin et le féminin, parce que ces parties ont été systématiquement effacées de l'histoire. Posez-vous la question, pourquoi Nietzsche est-il dépeint comme un homme amer sombrant dans la folie et l'isolement? Pourquoi ne vous dit-on jamais qu'il voyait la femme non seulement comme une force de séduction, mais aussi comme une puissance de destruction créatrice? Pourquoi les académiciens mentionnent-ils ces critiques de la morale chrétienne, mais omettent ces observations les plus brutales sur la nature féminine? Pourquoi célèbre-t-on son concept de surhomme, tout en ignorant ses avertissements sur la manière dont les hommes se détruisent eux-mêmes sur l'autel de l'amour romantique? Nietzsche n'était pas ce misogyne rancunier que l'on vous a appris à mépriser. Il était impitoyable dans sa quête d'authenticité, intransigeant dans son analyse de la nature humaine. Et cette authenticité avait un prix que peu d'hommes sont prêts à payer. Il avait compris quelque chose sur les femmes, sur le pouvoir, sur l'attraction. Une chose que les hommes d'aujourd'hui meurent d'envie de comprendre, mais qu'ils sont terrifiés d'admettre. Car la société moderne a remplacé la vérité brute par des mensonges polis, la clarté brutale par une confusion rassurante, et les hommes souffrent d'une épidémie silencieuse à cause de cela. Il ne s'agit pas de haine, mais de lucidité. Il ne s'agit pas de blâmer les femmes, mais de libérer les hommes des chaînes de leurs propres illusions. Et si les choses que les femmes disent de vouloir n'étaient pas ce à quoi elles répondent réellement? Et si les hommes modernes étaient entraînés, de manière systématique, à échouer en amour, en suivant des règles qui n'ont jamais été écrites pour eux, mais contre eux? Et si tout ce qu'on vous a enseigné sur le fait d'être un homme bien était précisément ce qui vous rend invisible, oubliable, jetable? Voici une vérité ancienne que Nietzsche connaissait et qui terrifiait tant le monde qu'elle fut enterrée pendant des siècles. Si vous êtes un homme fatigué d'être dupé, manipulé par un système qui vous promet l'amour en échange de votre virilité, alors ceci est votre pilule rouge. Préparez-vous, car une fois que vous aurez vu, vous ne pourrez plus jamais refermer les yeux. Peu de gens le savent, mais Nietzsche a aimé profondément, et pas n'importe quelle femme, mais Lou Andrea Salomé, une intellectuelle russe qui incarna tout ce qu'il admirait et craignait dans le pouvoir du féminin. Lou n'était pas une femme ordinaire. Elle était brillante, indépendante, séductrice, manipulatrice, impitoyable quand il le fallait. Une femme qui collectionnait les génies comme d'autres collectionnent des papillons. Elle entretint des relations avec certains des plus grands esprits de son époque, Rilke, Freud et bien sûr Nietzsche. Mais avec Friedrich, elle joua le jeu le plus cruel. Elle lui fit croire qu'un avenir ensemble était possible, le laissa fantasmer sur une vie partagée, posa même avec lui pour des photos intimes. Puis, lorsqu'il était totalement vulnérable, ouvert, confiant, elle le rejeta publiquement, brutalement, sans aucune pitié. Et comment Nietzsche réagit-il? Voilà la leçon qui change tout. Il ne supplia pas. Il ne s'humilia pas. Il ne la poursuivit pas comme un chien blessé. Il n'écrivit pas de lettres pathétiques pour avoir une seconde chance. Il ne devint pas un harceleur émotionnel. Il fit quelque chose que la plupart des hommes modernes considèrent comme impossible. Il se retira entièrement. Il disparut dans les montagnes suisses, dans une solitude absolue, et transforma cette douleur en certaines des œuvres les plus puissantes de la philosophie occidentale. Et c'est là que la plupart des hommes passent complètement à côté du message. Nietzsche n'était pas faible. Il n'était pas indifférent. Il ne se contentait pas de tourner la page comme un moine paisible. Il transmutait l'agonie en puissance.
Il observait sa propre souffrance comme un scientifique observe une expérience, apprenant de chaque fibre de douleur. Il avait compris ce que notre époque d'hyperthérapie et de surexposition émotionnelle a totalement oublié. Pour transcender le monde, pour devenir qui vous êtes vraiment, vous devez d'abord vaincre ce besoin désespéré de la femme. Pas la version romantique que Hollywood vous a vendue, mais la vraie femme, avec toute sa complexité, ses contradictions, son pouvoir destructeur. Et qu'a découvert Nietzsche dans ses montagnes glacées, écrivant avec des doigts engourdis alors que son cœur saignait. Que les paroles d'une femme trahissent souvent ses instincts les plus profonds, que ses émotions peuvent contredire complètement ses actions, que son désir conscient de sécurité et de stabilité n'est pas toujours aligné avec ce qui la consume, l'obsède, l'excite véritablement. Il vécut cette contradiction douloureusement. Il la ressentit dans chaque cellule de son être. Et jamais il ne chercha à la corriger ou à la contrôler. Car Nietzsche savait ce que les hommes modernes ont totalement oublié. Quand vous essayez de dompter une femme, vous perdez votre âme sauvage dans le processus. Il observait avec la froideur d'un chirurgien, se détachait avec la discipline d'un guerrier, se renforçait à chaque blessure. Et de ce chaos émotionnel, de cette tempête de douleur et de révélation, il tira une conclusion qui changea à jamais sa compréhension des relations entre les sexes. L'homme doit être entraîné pour la guerre et la femme pour la recréation du guerrier. Ce n'était pas du machisme primitif comme les critiques modernes aiment le prétendre. C'était un avertissement codé, une vérité biologique enveloppée de métaphores. Il ne parlait pas de domination physique, mais de polarité énergétique, de la danse éternelle entre la force et la réceptivité, entre celui qui conquiert et celle qui est conquise. Car lorsqu'un homme endure les contradictions d'une femme sans se briser, lorsqu'il refuse de devenir un mendiant émotionnel, il ne devient pas amer ou rancunier. Il se transforme en quelque chose de bien plus puissant, un homme supérieur. Les femmes vous testeront, elles vous ouvriront comme un livre, elles pousseront chaque limite que vous avez jusqu'à trouver le point où vous cassez. Et ce qui reste après cette tempête, après cet ouragan émotionnel, c'est qui vous êtes vraiment, sous tous les masques sociaux. Nietzsche ne se plaignait pas comme les hommes modernes. Il ne se victimisait pas dans des forums en ligne. Il n'allait pas chercher un thérapeute pour traiter ses émotions. Il utilisait tout. Chaque trahison, chaque humiliation, chaque douleur comme carburant pour sa volonté de puissance. L'homme moderne, lui, s'explique sans cesse, se justifie pitoyablement, s'excuse d'exister. Et dans ce processus, il perd la seule chose que les femmes respectent vraiment, sa colonne vertébrale. Nietzsche refusait ce jeu dégradant. Il choisit la solitude plutôt que la mendicité affective. Il choisit la création plutôt que le confort bon marché. Il choisit le pouvoir personnel plutôt que la paix domestique. Voilà pourquoi les intellectuels modernes veulent que vous croyiez que Nietzsche n'était qu'un fou amer avec une moustache. Il ne l'était pas. Il était l'homme qui fit face au chaos du féminin dans toute sa terrible gloire et qui en sortit avec une volonté indestructible, une lucidité que peu d'hommes atteignent un jour. La culture contemporaine adore l'illusion de la domestication entre les sexes, pas l'égalité réelle, qui est une valeur noble, mais une stérilisation émotionnelle, la neutralisation de la polarité. On vous dit que les hommes seront plus désirables, plus aimés, plus respectés s'ils deviennent plus doux, plus expressifs, plus en contact avec leur part féminine. On vous dit d'être vulnérable, de partager vos peurs, de pleurer librement, de vous ouvrir dès le premier rendez-vous. On vous vend la fantaisie que la communication émotionnelle constante est la clé de l'amour durable. On vous promet que si vous êtes assez sensible, compréhensif, disponible, elle vous choisira et vous gardera pour toujours. Mais ouvrez les yeux, regardez autour de vous. Les hommes qui suivent ce script à la lettre finissent ignorés, trahis, relégués au rôle du meilleur ami, tandis qu'elle fantasme secrètement sur celui qui la traite avec une indifférence sereine. Ces hommes deviennent son soutien émotionnel gratuit, l'épaule sur laquelle pleurer, le « tu es tellement gentil » de sa vie sentimentale.
Nietzsche aurait éclaté de rire devant cette inversion cosmique, non par cruauté, mais parce qu'il percevait les illusions humaines avec la précision d'un scalpel. Il savait que les mots superficiels cachent souvent des instincts plus anciens, plus primaires, plus honnêtes, et rien n'est plus caché, plus dangereux à ignorer, plus fondamental à comprendre que la volonté de puissance inconsciente qui régit l'interaction entre hommes et femmes. Et non, cette volonté n'est pas de la misogynie, comme les esprits fragiles aimeraient vous le faire croire. C'est du magnétisme pur. C'est la force qui déplace les galaxies, qui construit les empires et les réduit en cendres. Oh. C'est ce qui fait naître les papillons dans le ventre d'une femme, ou la sèche émotionnellement comme un désert. Une femme ne perd pas l'attirance parce qu'un homme est bon, gentil ou attentionné. Elle la perd lorsque cette gentillesse est teintée de besoin, lorsqu'elle masque une absence totale de solidité intérieure, lorsque cela devient une supplication déguisée en vertu. Nietzsche avait compris que la vraie vertu, l'âreté des anciens Grecs, signifiait l'excellence enracinée dans la nature la plus authentique et la plus sauvage de l'homme. Et cette nature ne murmure pas doucement. Elle rugit. Elle ne demande pas la permission. Elle prend. Elle ne s'excuse pas d'exister. Elle s'étend. Vous n'avez pas été façonné par des millions d'années d'évolution pour devenir ce qu'elle dit vouloir. Vous avez été forgé pour devenir ce qu'elle ne peut ni contrôler, ni ignorer, ni prédire. Et c'est là que la majorité des hommes échouent, violemment, comme une comète qui se brise contre l'atmosphère. Elle vous dira, avec sincérité, qu'elle veut de la douceur, de la vulnérabilité, un accès complet à votre âme. Elle vous dira qu'elle veut un homme qui communique, qui se montre disponible émotionnellement, qui ne cache rien. Elle vous dira que les hommes forts et silencieux sont toxiques, que la virilité traditionnelle est dépassée, que l'avenir appartient aux hommes sensibles. Mais observez, ne l'écoutez pas. Observez ce qui se passe vraiment lorsque vous lui offrez tout cela trop tôt, trop totalement, trop désespérément. Observez comment elle se retire, d'abord pas physiquement, mais énergétiquement. Observez comment la lumière dans ses yeux s'éteint, comment ses réponses deviennent plus brèves, comment elle trouve des excuses pour ne pas vous voir. Observez comment, mystérieusement, elle se sent irrésistiblement attirée par celui qui ne répond pas immédiatement, celui qui a une vie plus importante que de gravité autour d'elle. Elle ne s'éloigne pas par cruauté ou manipulation, mais parce que ses instincts sont impitoyables, plus anciens que la civilisation, plus puissants que sa pensée consciente. La nature a programmé sa biologie à tester la force, pas la tendresse, à rechercher l'ancrage, pas les supplications romantiques, à répondre à la confiance, pas au vide déguisé en amour. Nietzsche nous avertissait que le désir, surtout Eros dans toute sa gloire destructrice, n'a jamais obéi à la logique. C'est la volonté de puissance dans sa forme la plus brute, la plus sauvage. Une volonté qui révèle qui vous êtes vraiment quand vous êtes dépouillé de tous vos masques sociaux, de toutes vos prétentions civilisées, de tous les mensonges réconfortants que vous vous racontez sur votre identité. Et rien n'est plus pathétique, plus destructeur pour l'attirance qu'un homme en quête désespérée de validation, surtout de la part de la femme qu'il est censé guider. C'est comme un général qui demanderait à ses soldats la permission de donner des ordres, comme un roi qui supplierait ses sujets de le respecter. C'est l'inversion totale de l'ordre naturel. Et elle le ressent dans ses os, même si elle ne peut l'exprimer. Les énergies masculines et féminines ne sont pas interchangeables, malgré les idéologies modernes. Elles sont complémentaires, mais fondamentalement différentes. L'une pénètre, l'autre reçoit. L'une construit, l'autre nourrit. L'une dirige, l'autre s'adapte. L'une avance, l'autre suit. Et quand ces rôles s'inversent, la polarité s'effondre comme un champ magnétique brisé. C'est pourquoi être gentil ne suffit jamais. Pas si votre gentillesse est achetée au prix de votre propre effacement. Pas si votre douceur est une stratégie d'approbation. Pas si votre prévenance découle de la peur du conflit au lieu d'une vraie force. Les femmes ne sont pas attirées par la soumission déguisée en vertu. Elles sont attirées par la conviction.
la certitude, la présence qui n'a pas besoin de s'expliquer. Nietzsche a un jour écrit la phrase la plus importante qu'un homme puisse entendre. « Deviens ce que tu es ». Mais combien d'hommes aujourd'hui savent réellement qui ils sont, une fois retirés les costumes sociaux, les exigences féminines, la pression constante à se conformer? La majorité ne sait qu'ajuster, se rendre moins menaçant, plus agréable, plus acceptable pour le confort émotionnel d'autrui. Ils apprennent à lisser leurs arêtes, à s'excuser pour leur nature, à rendre les femmes sereines au prix de devenir eux-mêmes invisibles. Et ce faisant, en trahissant leur propre essence, ils deviennent oubliables. Car voici une vérité que personne n'ose vous dire. On ne peut pas guider une femme si l'on la poursuit comme un chiot perdu. On ne peut pas exiger du respect quand toute notre existence tourne autour de son approbation. On ne peut pas créer de l'attraction quand on a abandonné tout ce qui nous rend uniques pour devenir ce qu'on pense qu'elle veut. Les hommes que les femmes admirent vraiment, ceux qui hantent leurs pensées, qui vivent dans leurs journaux intimes et dans leurs fantasmes silencieux pendant des années, ne tournent pas autour d'elles comme des planètes en détresse. Ils restent enracinés dans quelque chose de plus grand qu'une femme. Une mission, un code personnel, une vérité qui transcende le théâtre romantique. C'est cela qui donne à un homme son véritable tranchant dans le jeu de l'amour. Non pas une cruauté calculée, mais une clarté inébranlable. Non pas une manipulation, mais une authenticité si puissante qu'elle n'a pas besoin d'être expliquée. Il ne plie pas pour le confort émotionnel. Il ne sacrifie pas ses principes pour une paix domestique. Au contraire, il crée une tension naturelle, non pas à travers le jeu ou le mensonge, mais parce que cette tension elle-même est l'espace sacré où le désir vit et respire. On vous a appris à devenir sûr, fiable, disponible, inoffensif. Mais paradoxalement, la sécurité sans le défi engendre l'ennui. Et l'ennui est la mort lente, mais certaine du désir. C'est cette polarité que Nietzsche comprenait, cette vérité biologique inconfortable, incontestable, que nos ancêtres savaient instinctivement, mais que nous avons oubliée dans notre obsession de civilisation. Et Nietzsche ne murmurait pas ces vérités à travers de douces métaphores. Il les hurlait à travers des aphorismes coupants comme des lames, à travers des observations si honnêtes que la plupart préfèrent les ignorer. Tous les hommes ne peuvent pas supporter cette vérité. Mais ceux qui le peuvent, ceux qui ont le courage de regarder la réalité en face sans ciller, cessent de courir après l'approbation féminine et commencent à devenir les hommes que les femmes veulent poursuivre. Voici une vérité si brutale que la majorité des hommes préfèrent vivre dans le déni que de la regarder en face. La plupart prennent encore les mots d'une femme au pied de la lettre, comme s'ils étaient des contrats juridiques et non des expressions émotionnelles temporaires. Elle dit, les larmes aux yeux, qu'elle veut un homme gentil, émotionnellement disponible, communicatif. Elle dit être fatiguée des bad boys, d'être maltraitée, de la masculinité toxique. Elle dit vouloir quelqu'un qui la respectera, l'aimera, la traitera comme une princesse. Alors l'homme moderne, conditionné depuis l'enfance à plaire, suit à la lettre. Il devient sensible, doux, disponible 24/7. Il l'inonde de messages, écoute chacun de ses problèmes pendant des heures, la place au centre absolu de son univers. Il devient son thérapeute personnel, son meilleur ami, son soutien émotionnel inconditionnel. Et qu'obtient-il en retour? Du silence, de la confusion, des excuses. J'ai besoin d'espace. Ce n'est pas le bon moment. Tu es trop bien pour moi. Ou pire, l'abandon total, alors qu'elle part avec celui qui la traite avec calme et distance. L'homme moderne a oublié ce que la nature n'a jamais oublié, ce que Nietzsche grava dans sa chair à travers la douleur. Les humains mentent d'abord à eux-mêmes, puis aux autres, non par malice, mais parce qu'ils ne comprennent pas vraiment leur propre nature primitive et contradictoire. Une femme peut croire sincèrement qu'elle veut le confort, la sécurité émotionnelle, la transparence complète, mais à un niveau plus profond, celui des instincts, hors de portée de sa conscience, elle désire tout autre chose. Le contraste,
la tension masculine, le mystère, une présence qu'elle ne peut ni contrôler ni prédire. Elle veut un homme qu'elle ne peut pas lire comme un livre ouvert, un homme qu'elle ne peut pas manipuler avec des larmes ou du drame, un homme dont la vie est si pleine, dont la mission est si forte, qu'elle devient un joyau ajouté à son royaume, mais jamais le centre de son trône. Parce qu'une fois qu'elle peut vous prédire entièrement, une fois qu'elle peut vous contrôler émotionnellement, une fois qu'elle sait que vous ferez tout pour la satisfaire, le désir meurt, lentement mais inévitablement. Posons la question que tout homme redoute secrètement. Celle qui le réveille à 3 heures du matin, les yeux fixés au plafond, à se demander ce qu'il a mal fait. Pourquoi vous a-t-elle oublié si vite? Pourquoi êtes-vous passé du centre de son monde à une ombre en quelques jours ou semaines? Vous vous rappelez chaque moment. Vous lui avez ouvert votre cœur comme jamais. Vous étiez là quand personne d'autre ne l'était. Vous avez partagé vos rêves, vos peurs, vos espoirs les plus fragiles. Vous lui avez donné un accès complet à votre âme. Et elle vous a dit des choses que vous avez gravées dans votre esprit comme des mantras sacrés. Tu es le seul qui me comprenne. Je n'ai jamais ressenti ça avec personne. Je ne peux pas imaginer ma vie sans toi. Puis, comme un interrupteur, tout a changé. Maintenant, elle poste des photos avec un autre, rit plus fort que jamais, rayonne d'une énergie que vous n'avez jamais vue. Et vous vous sentez jeté, comme un déchet émotionnel, comme si votre amour n'avait jamais compté. Nietzsche aurait gravé ces mots dans votre front s'il l'avait pu. Ce n'est pas parce que vous n'étiez pas assez bien. Ce n'est pas parce que vous n'étiez pas assez attirant, ou riche, ou intéressant. C'est parce que vous étiez trop prévisible, trop disponible, trop facile à obtenir et à garder. Laissez cela vous brûler l'âme, jusqu'à ce que la leçon s'imprime. Vous avez tout donné trop tôt, trop complètement, trop désespérément. Vos émotions, votre attention, votre temps, votre énergie, votre être, tout livré, sans qu'elle ait eu à le mériter. Vous pensiez que cette générosité achèterait sa loyauté éternelle. En réalité, elle a tué la tension qui maintient le désir en vie. Vous êtes devenu un livre déjà lu, une chanson trop entendue. Les femmes ne tombent pas amoureuses de ruines émotionnelles effondrées dans leurs bras. Elles tombent amoureuses d'hommes qui les défient, qui les font travailler pour leur attention, qui gardent toujours une part d'eux-mêmes hors d'atteinte. Et maintenant, parlons de ces hommes que les femmes n'oublient jamais. Ils deviennent la mesure par laquelle tous les autres seront jugés. Ce ne sont pas toujours les plus beaux, les plus riches ou les plus romantiques, mais ils ont tous une chose en commun, un mystère profond comme un abîme, une force tranquille derrière la douceur, la capacité de s'éloigner et de vraiment le faire. Ce sont des hommes qui ne s'excusent pas d'exister, qui ne demandent pas la permission de prendre leur place. Et voici le paradoxe que la plupart des hommes ne saisissent jamais. L'homme qui n'a pas besoin d'elle est précisément celui dont elle a le plus besoin. Non pas parce qu'il est arrogant ou cruel, mais parce qu'il est souverain. Sa validation vient de sa mission, pas de son reflet dans ses yeux. Son bonheur dépend de son propre cheminement, pas de ses humeurs. Son identité est enracinée dans quelque chose de plus profond que n'importe quelle relation. Elle devient un témoin de sa vie, pas son but. Et quand elle voit sa profondeur, sa discipline, son refus inflexible de céder à la pression affective, elle ressent quelque chose qu'aucune modernité n'a pu lui offrir. Un respect authentique. Et sans ce respect, rien d'autre ne compte.